Bonjour chers amis, alors j'espère que vous allez bien. J'essaye de régler un peu mon attirail pour stabiliser la chose. Et aujourd'hui donc le 6 juillet, samedi 6 juillet 2024, le temps est maussade, mais ça va, on peut se baigner quand même. Il y a des éclaircies de temps à autre. Ouais, je vous parle de la météo parce que les films d'hier étaient catastrophiques et reflètent bien ce dont je vous parlais lors de ma vidéo de commentaires d'avant-programme. C'est-à-dire que nous avons eu des films tout à fait très académiques et sérieux et soporifiques. Des films diffusés dans ces festivals, Berlin, Cannes. Et donc nous avons eu tout à fait l'illustration de ce genre de film, très long en plus, c'est souvent 2 heures. Donc je vais essayer de vous en parler un peu. Nous avons eu un film indonésien, donc je vous faisais une petite blague hier dans ma vidéo du 5 juillet en disant, en prévisant, en faisant une prémonition, pardon, en disant ce sera certainement un navet, et ça a été le cas, c'est-à-dire ces petits films asiatiques, indonésiens, thaïlandais, philippins, taïwanais. C'est, comme je le disais précédemment, souvent, comment dire, souvent mauvais parce que ça recycle des choses dans le domaine horrifique et fantastique que nous, en Occident, nous voyons depuis des décennies. Donc eux, ils font ça maintenant, oui, certainement ils l'ont fait avant, mais ils le font très mal, très souvent. C'est vraiment, je crois que la perle rare est plus que rare. Et donc nous avons eu un film Raspati. Alors Raspati oui, mais des panzani. Voilà, c'est une petite blague à 2 balles. Mais ça résume ce que je pense du film, en faisant une petite allusion à des petits films publicitaires de mon enfance. Donc un film de Siddhartha Tata, un réalisateur indonésien. Donc c'était voilà, un espèce de recyclage de L'Exorciste, de Talk to Me, de films de magiciens, de sorcières. Enfin là alors il y a vraiment la totale. Euh, Harry Potter. Un mélange de tout ça dans une espèce de narration. Et c'est aussi le problème de ce genre de film, c'est le gap culturel, j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ils ont une manière de parler, une manière de raconter, de narrer des histoires, une manière d'effectuer la narration qui leur est propre et qui, je pense, a un sens pour eux dans le continuum de leur histoire cinématographique. Mais ici, ce sera perçu, à tort ou à raison, comme un ovni. Un ovni au sens pas très amélioratif du terme. Donc voilà, alors l'histoire d'un jeune homme dont ses parents sont décédés, qui va voyager dans les rêves avec, puis il y a là derrière une sorcière et puis une vieille dame qui l'aide à passer du monde du réel au monde du rêve. Dans ce film aussi, il y a tout le recyclage Ring avec les jeunes filles avec des cheveux qui font peur et qui surgissent. Donc un film vraiment très mauvais, 2 heures en plus. On aurait pu condenser tout ça en 20 minutes. Et j'ai piqué du nez à certains moments. Alors là, c'est le film pour pioncer. C'est dommage parce que c'est le premier film, mais bon, c'est rarement bon. Le premier film d'entrée pour démarrer le festival.
Donc vous savez que moi je mets des notes comme à l'école. Alors à l'école suisse, il y a des notes de 0 à 6. 0 c'est nul, 1 c'est mauvais, 2 insuffisant, 3 médiocre, 4 assez bien, 5 bien et 6 très bien. Donc là j'ai mis 1 mauvais avec clémence parce qu'on a eu encore bien pire que ça, y compris au NIF. On avait eu ce genre de film aussi une fois avec des fantômes et de la superstition. Ça valait 0 cette fois. Donc là c'est 1, donc on va dire c'est très mauvais. Concernant le voyage dans les rêves, il y a de l'excellence aussi et je recommanderais plutôt Dreamscape, le film de Joseph Ruben en 1984, avec Dennis Quaid et l'excellent David Patrick Kelly qui a typiquement souvent des rôles de méchants. Et on le voit dans The Warriors, les guerriers de la nuit. Et donc David Patrick Kelly s'affronte avec Dennis Quaid dans ce... Là par contre nous avons un chef-d'œuvre, Dreamscape, avec une dimension cauchemar et résolution des cauchemars en voyageant entre le monde réel et le monde du rêve. Et c'est fabuleux. Magnifique musique de Maurice Jarre. Je ne suis pas très fan de Maurice Jarre, mais excusez-moi, je fais de l'aménagement. Je ne suis pas très fan de Maurice Jarre, à part Laurence d'Arabie. Je préfère son fils. Là, je suis très fan de la musique de son fils. Mais Maurice Jarre, pour Dreamscape, nous a fait une superbe musique. Et pour les guerriers de la nuit, c'était Barry Devorzon. Superbe musique de film que je vous recommande aussi. Hein. Vous êtes des mélomanes et des cinéphiles comme moi, nous sommes entre nous. Donc je vous refile un petit peu quelques tuyaux sur ma modeste expérience dans ce domaine. Donc ensuite, ce début d'après-midi, soirée et nuit d'entrée de festival donc de hier, c'est-à-dire le 5 juillet, c'était vraiment terrible. Et nous avons un deuxième film français de Alain Guiraudy qui s'appelle Miséricorde. Alors là, nous avons un vaudeville, on va dire homosexuel, côté homme, qui finit en queue de poisson. Donc, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais par contre, il y avait des dialogues assez finaux et les acteurs sont bons. Alors, de quoi s'agit-il? D'un jeune homme qui revient dans son village natal avec il y a un décès et puis tout de suite il est en confrontation avec la mère de cet ami, donc c'est un ami commun qui est décédé, la mère de la personne décédée et son fils. Donc voilà, et puis il y a quelques personnages dans le village, le curé, un autre ami. Et il va y avoir ce jeune homme d'entrée de jeu nous dit qu'il était avec une femme, mais très vite on comprend que son désir se porte sur les hommes. Et donc tout le film égrène ce jeu, on va dire, ce jeu de désir. Je désire, je ne désire pas, entre hommes. Alors on se croirait dans la cage aux folles, mais version sérieuse, version académique. Personnellement, je préfère la cage aux folles. Au moins c'est drôle, et puis il y a une excellente musique de Ennio Morricone, et des excellents acteurs comme Michel Serrault et Tony Hadzi. Mais, donc en fait, entre ce jeune homme qui arrive et qui nage, alors il y a des études psychologiques parlent des bisexuels, qui sont quand même une minorité dans la minorité. Ils sont en général décriés autant par les hétéros que par les homos, hein. Il faut dire un peu la vérité des choses. Ils sont détestés par les uns et par les autres, parce qu'ils sont un peu nulle part. Mais en réalité, ces gens-là sont souvent plutôt homosexuels, même si de temps en temps ils vont fricoter du côté de l'hétérosexualité. Ça c'est pour on va dire la théorie psychanalytique, c'est celle
me semble la plus pertinente pour analyser tout ce genre de phénomène, désir, inconscient, et surtout ce qui nous meut sans, sans qu'on ait une emprise dessus. C'est surtout tout ce vaste champ thématique qui est intéressant, et je referme cette parenthèse pour l'instant. Donc ce jeune homme va se retrouver en confrontation avec le frère du décédé qui est très hostile. Il va y avoir de la bagarre et donc le jeune homme, le héros du film, va tuer cette personne. Il va dissimuler le corps et ensuite le film, pendant deux tiers du film, le héros du film va plonger dans le mensonge en voulant dissimuler ce qui est la vérité. Et petit à petit, il se fait dévorer parce que les enquêteurs sont très bons. Il y a les gendarmes du coin, ils ont des techniques. En 2 secondes, ils le soupçonnent. Enfin bon. Et puis là-dessus se greffe le vaudeville, le marivaudage version homo côté homme, avec le curé puis un côté aussi racinien, des gens qui se désirent dans un sens mais pas dans l'autre. Bon. Et puis il y a Catherine Fro qui elle désire le jeune homme, mais tout le long du film, ce jeune homme nage dans le désir masculin. Et puis finalement, à la fin du film, il tombe dans le lit de Catherine Fro. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce film très bancal, très médiocre, donc j'ai mis 3/6. Miséricorde. En plus, le terme miséricorde, c'est un peu énigmatique, ça renvoie à Jésus, à la religion catholique. Alors, il y a un curé. Et puis, ce qui est étonnant dans ce film, c'est qu'on voit des hommes nus entièrement. On voit le curé avec une érection. Le héros du film, on le voit nu aussi. Enfin, bon, c'est 2024. Pourquoi pas, hein, moi ça me dérange pas, mais vous avez les statues grecques. Voilà, bon. Ensuite, nous avons eu un film qui s'appelle Des Teufels Bad, un film allemand et autrichien de Veronika Franz et Séverine Fiala. Alors là, nous avons aussi atteint des sommets dans l'ennui et le soporifique. Donc nous sommes en Autriche au XVIIIe siècle, en 1750, avec des populations qui vivent dans la nature, dans les forêts, avec un grand souci. Le seul souci, c'est d'arriver à manger, hein, quasiment. Le reste, c'est très très secondaire. Donc c'est des populations qui sont vraiment dans la survivance, avec des fortes croyances. Il y a là-dessus une légende d'une jeune femme qui a commis un infanticide et ensuite elle va se confesser, elle se repent, on lui coupe la tête, on lui coupe des doigts post-mortem pour les doigts. Et puis là-dessus se déroule une histoire très longue et très ennuyeuse d'un mariage dans un de ces villages avec une charmante dame, une très belle actrice en plus, Anya Plaschke, je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin elle est très belle, elle joue bien, mais le film est ennuyeux. Alors elle est là, elle épouse un brave bonhomme du coin qui lui, il est là, il fait ce qu'il peut, il est bouffé par sa mère, hein, donc on se retrouve un peu dans Psychose de Hitchcock, toute proportion gardée, on va dire 8% de Psychose. Donc elle s'en plaint, elle a la belle-mère sur le dos en permanence. Puis surtout, lui, il n'arrive pas à désirer cette femme sensuellement. Et elle va en concevoir une grande souffrance. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Alors, c'est ces époques où, je ne sais pas, c'est pas précisé dans le film, où il y avait peut-être des mariages arrangés ou consentis, mais sans connaître la personne. Donc c'est ces mariages où on ne connaît rien de la personne et une fois qu'on est marié, on découvre des choses qui ne nous plaisent pas. Donc là, c'est le cas de cette dame. Donc là, c'est très regrettable pour elle. Mais alors évidemment, dans les époques modernes, c'est des fois l'extrême inverse. On se connaît beaucoup, beaucoup.
avant de se marier. Puis quand on se marie, ben, il n'y a plus rien à découvrir, donc c'est aussi l'ennui et la désolation qui vont être prédominants. Donc les deux extrêmes sont pas forcément le top, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse définitive à ce... Je n'ai pas de recette naturellement. Mais bon. Donc cette jeune femme, vu que la thématique de faire un enfant est très présente dans cette communauté, et c'est tout à fait normal, il y a la survie, il y a la préoccupation manger, préoccupation numéro un, on n'y arrive pas, c'est très dur, mange peu, et il y a la préoccupation faire un enfant. Alors ça marche bien dans la communauté, mais elle tombe sur un os. Donc elle va commencer à tomber dans une espèce de dépression. Et là, alors là, il y a au moins 90% du film qui nous montre cette lente descente dans cette souffrance. C'est presque du nombrilisme dans la souffrance, tellement c'est là les réalisatrices vraiment nous font ce que moi j'appelle de la branlette intellectuelle, hein, vous me pardonnez cette expression, pas très conforme à la bienséance, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit, elle souffre, elle souffre. Aujourd'hui, on lui dirait, bah, écoute, alors évidemment, nous sommes en 2024, pas au XVIIIe siècle, mais même au XVIIIe siècle, elle a pu peut-être tomber sur quelqu'un qui lui dit, écoute, ça va pas avec ton mari, là, quitte-le et trouve un mari qui est aussi sympa que lui, mais qui en plus te désire, qui va te faire un enfant, et vous essayerez de vivre le mieux possible, en essayant de travailler bien, d'avoir à manger suffisamment, et puis d'élever cet enfant ou ses enfants. Et tout ira à peu près bien. Voilà. Bon, ok, alors là c'est pas du tout le cas. Alors en plus elle va sombrer de plus en plus jusqu'à rejoindre cette légende de cette femme infanticide. D'ailleurs il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi au début du film on voit cette femme qui tue un bébé. Pourquoi elle le fait, on ne sait pas. Elle jette le bébé dans un ravin. Donc elle va un peu sa mélancolie, elle va prendre de la morora, elle va tuer un jeune garçon. C'est la seule scène un petit peu sympa, entre guillemets, au sens de l'effet horrifique, parce qu'elle est très percutante. Donc cette Agnes, elle s'appelle Agnès, auf Deutsch, qui va emmener ce jeune homme par un subterfuge, un jeune garçon, puis tout d'un coup elle va sortir un petit stylet, un petit poignard, et puis elle va l'assassiner. Et le meurtre là est assez... C'est la seule scène où je me suis réveillé en me disant ah tiens il se passe quelque chose au bout d'1h50 de film. Puis après hop on retombe dans la neurasthénie totale. Donc elle finit la tête coupée puisqu'elle fait un infanticide, elle avoue son crime. Donc puis il y a ces superstitions d'époque. Voilà, ils boivent le sang de la sacrificiée. Et puis on nous dit à la fin du film que de nombreux cas ont été documentés, d'après les historiens, dans ces régions Allemagne-Autriche, Haute-Autriche, c'est ce qui est noté au début du film, où de nombreuses femmes auraient été sacrifiées en avouant un infanticide. Bon, alors c'est une curiosité, moi je ne suis pas historien, il faudrait analyser ça sous l'aspect analytique, une fois de plus, hein. Bon voilà, alors 1 sur 6 sur ce film. Das Teufelbad, qu'on pourrait traduire par le bain du démon, à peu près. Ensuite, il y avait le film d'ouverture Animal, un film de Emma Benestan. Benestan. Alors là aussi, on tombe sur un film canois, très soporifique, très ennuyeux, tout aussi neurasthénique, il ne se passe pas grand-chose. En fait, ce film, c'est un reportage sur la Camargue et l'élevage des taureaux. Et nous avons une jeune femme, interprétée par l'actrice Oulaya Amamra, donc d'origine maghrébine, qui est charmante comme tout, qui est mignonne. Mais elle est comme une espèce d'ovni dans un milieu très masculin, très viril, avec cette dimension des taureaux qui sont des animaux extrêmement puissants et dangereux. Avec, bon, on se croirait un peu dans Interville, hein, ces jeunes hommes qui font
des signes devant les taureaux et qui essayent de prendre des objets qui sont mis sur leurs cornes. Donc, et elle, donc Oulaya Amamra, elle est dans ce milieu très masculin, très viril, comme une espèce d'ovni. Alors elle a le droit d'y être, hein, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a d'autres femmes dans le film, mais elles sont vraiment à la périphérie, des femmes, disons, occidentales. Et dans ce film, il y a, je dirais, un mélange de Razorback, Manimal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Manimal. On voyait un jeune homme dans les services secrets qui avait la capacité de se transformer en animal. Le loup-garou de Londres, parce qu'on voit la jeune fille, donc Oulaya, se transformer en boule, c'est-à-dire en taureau. Et puis on a aussi cette dimension rape and revenge. Donc cette actrice se fait violer par ses camarades, un soir de beuverie, un grand classique, trop d'alcool, des taureaux dans un enclos, c'est dangereux, et elle se fait violer. Donc à la rigueur, il y a ce message que ses camarades sont plus dangereux. Enfin, un de ses camarades qui passe à l'acte, les autres sont témoins mais n'interviennent pas. Et Rape and Revenge, c'était la mode dans les années 70. Il y avait une petite frange de films comme ça, de jeunes femmes violées. Et ensuite, elles prenaient les armes et elles allaient dégommer leur violeur. Ce qui était très jouissif, puisque moi, j'adore les films de vengeance. Alors dans ce registre, il y avait quand même beaucoup mieux que ce film-là, Animal au féminin. Death Wish de Michael Winner, avec Charles Bronson, dont la femme est très violemment, la femme est la bonne, se fait violemment, très violemment brutaliser, violer, assassiner, enfin c'est la totale. Et lui ensuite il va se prendre une arme et se venger, tuer des voyous. Je vous renvoie à Death Wish 1 et 2, les deux premiers sont phénoménaux. Donc la jeune femme, non seulement elle se venge en se transformant en boule, en taureau, mais le film est très plat, très ennuyeux. Voilà, j'en suis navré, mais c'est comme ça. C'est un milieu très spécifique et à la rigueur, ça aurait été plus simple de faire un documentaire sur ce milieu, la Camargue, l'élevage des taureaux. Je verrais plutôt ça comme un reportage plutôt qu'un film, a fortiori film d'horreur, film fantastique. L'héroïne est fascinée par la force démesurée des taureaux et on peut voir une allégorie aux boules parce que le mot boule en anglais, B-U-2-L, c'est le taureau, certes, mais c'est aussi un amant très viril, my bull. L'amant très viril et infatigable. Donc il y a toutes ces dimensions dans ce film Animal de Emma Benestan. Alors elle est très sympathique, elle est venue nous dire un mot avec l'actrice. Mais moi j'ai trouvé le film vraiment ennuyeux, 1 sur 6. Et pour finir cette série invraisemblable, nous avons eu le film de Brian Yuzna, Society. Alors je pensais l'avoir vu, mais en fait non, j'avais vu des extraits. Et à l'époque, les extraits ne me tentaient pas trop parce qu'on voyait ce mélange de corps. Je vous parlais de mélange de corps dans ma vidéo de commentaires d'avant-programme. Et donc, Brian Yuzna, qui a fait des excellents films, bien série B, bien trash, je vous en ai parlé hier, The Dentist, 1 et 2, ce genre de film très à la fois drôle et bien trash. Bon, alors Society, c'est son premier film, alors c'est la critique de la haute société, la bourgeoisie, la haute futaille, comme on dit vulgairement en France, Beverly Hills, donc des gens très fortunés. Et évidemment, c'est la critique facile, puisque tout de suite, de toute époque, on leur prête tous les mots MAUX, décadence, mœurs légères, pour ne pas dire perverse. C'est un peu trop facile, à mon avis, c'est surtout des projections, au sens
analytique du terme, j'y reviens. En psychanalyse, on parle de projection. On projette des aspects de soi qui nous déplaisent, qui sont en général bien bas, bien mauvais, bien sombres, bien pervers. On les projette sur les autres. Par exemple, un groupe social, quel qu'il soit, des étrangers ou bien des riches. Et on dit, ah, ils sont comme ci, comme ci, comme ça. Et en général, c'est pas très sympathique. On fait toute une liste. Ils sont comme ci, ils sont comme ci, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et en général, on parle de soi. On parle de soi. Quand on fait ça, on projette. Et ce mécanisme de la projection est central dans les relations humaines, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, amoureuses, amicales. Il y a un jeu constant de projection. Alors on ne projette pas que du négatif, on projette du positif aussi. Des fois quand on dit à son ami, tu es intelligent, tu as une grande culture. On parle de soi aussi parfois. Parfois non, mais parfois oui. Mais la projection c'est souvent du négatif. Tu es jaloux, euh, tu es pervers, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc c'est voilà. Donc Brian Usna nous fait une belle projection sur la haute société américaine de Beverly Hills, super friquée, très fortunée, mais il faut surtout voir que ces gens-là, c'est avant tout des gens qui travaillent énormément, d'où la fortune, les fortunes qu'ils amassent. Ce n'est pas que de la spéculation financière à la BlackRock ou à la Vanguard, c'est aussi beaucoup de travail, c'est des gens qui travaillent énormément et paradoxalement, les patriarches de ces grandes familles fortunées, souvent, ne profitent pas de leur fortune parce qu'ils passent leur temps jour et nuit à travailler quasiment. Donc ils amassent une grande fortune. À la rigueur, leurs enfants peuvent être beaucoup plus dilettantes. C'est un grand classique ça aussi, l'enfant de riche, drogué, esseulé, qui passe son temps dans les maisons de désintoxication, les cliniques privées. Bon, ça c'est cliché, mais c'est réel aussi. Mais il faut voir que c'est aussi quand même des gens qui travaillent énormément. Et c'est facile de critiquer ces familles. Alors évidemment, dans ce film Society, on a cet enchevêtrement de corps qui bien sûr symbolise de ce côté grégaire. La métaphore du côté grégaire, ils sont entre eux, bah oui, ils sont entre eux, mais c'est pareil pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient, tous les groupes, il y a ce côté grégaire. C'est dur de sortir de son ethnie, de son cercle. C'est valable pas que pour les riches, c'est valable pour un peu tout le monde. Et c'est beaucoup présent aussi dans les classes plus populaires. Donc l'enchevêtrement des corps, ils sont entre eux, il y a ce côté horrifique. Ça m'a fait penser à Basket Case 2 et 3 qui sont très grands, grignolesques. Alors je vous recommande vivement le premier qui est un chef-d'œuvre. J'en reparlerai à l'occasion. Donc voilà, ce côté gore, un peu fun. Les corps s'entremêlent, ils sont entre eux, ils copulent entre eux. Mais bon, c'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle. Hein. Voilà. Donc voilà, un film. Alors un film plus percutant dans ce domaine sur la thématique ethnie ou mixité ou pas entre diverses catégories de la population. Je recommanderais plutôt Dupont-la-Joie d'Yves Boisset en 1975. Là, vous avez un grand film avec les liens entre ces diverses communautés, les conflits, et là, c'est... Alors, bon, voilà, Brian Usna nous a fait j'ai mis 2 sur 6, ça vaut pas plus. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie et j'espère que les films d'aujourd'hui, ce 6 juillet, seront au moins un tout petit peu plus intéressants. Ça peut difficilement être pire. Hein. Bon, on peut avoir des zéros en pagaille. Je vous en parlerai demain. Merci.